une communication mal gérée, malheureusement, crée beaucoup plus de dégâts. On ne parle pas du tout de la même façon aux médias, sur les réseaux sociaux. La communication, il ne faut pas qu'elle soit désordonnée. C'est pas le jour où ça arrive qu'il faut dire « vous avez interdiction de parler ». Je pense qu'il est important qu'en effet, il y ait des porte-paroles qui soient définis et identifiés au sein de l'entreprise. Parce que même si on n'est pas responsable d'une attaque ou si c'est un prestataire, etc., on est quand même responsable du service que l'on vend. Les PME ne sont pas du tout matures sur ce sujet. Les gens qui s'effondrent, c'est peut-être pas leur place. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission de Risque Intel Média que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube mais également en podcast pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder des vidéos YouTube. Ce soir, on est en partenariat avec Everbridge pour parler d'une thématique, celle de comment maîtriser la communication quand tout s'effondre. Effectivement, on n'arrête pas de le répéter, le risque zéro n'existe pas. La question donc n'est pas de savoir quand est-ce qu'on aura une cyberattaque, mais comment réagir et surtout comment communiquer. Pour ça, on a avec nous 3 experts ce soir qui vont pouvoir répondre à mes questions, mais également aux vôtres. Mais avant de commencer cette table ronde, on va déjà leur permettre de se présenter auprès de vous et je commence par Thomas. Bonjour Yasmine, bonjour à toutes, je suis Thomas Garnon. Je suis expert en solutions Everbridge. Everbridge, c'est une société SaaS, qui fournit des logiciels SaaS pionnières dans les solutions de notification d'urgence et de gestion de crise. Voilà, donc je m'occupe de l'avant-vente, je m'occupe aussi de l'accompagnement des clients sur ces thématiques de communication et de gestion de crise. Et je suis dans ce secteur-là depuis une dizaine d'années. C'était le sujet de mes études, j'ai été consultant et puis je suis passé après chez Everbridge. Voilà. Merci Thomas. Barbara. Bonsoir Yasmine, Barbara Goubert, je suis RSSI groupe pour Domusvie. Je fais de la cybersécurité depuis un peu plus de 10 ans. Et donc, comme tous les RSSI, je suis formée à la communication de crise et j'ai affronté quelques crises moi-même. Merci. Christine. Christine Sinibardi, donc moi je suis en charge des assurances cyber et risques techniques au sein d'AXA France. Donc AXA France, c'est une entité d'AXA qui assure les PME. On est assureur d'une PME sur 3 en France. Et donc moi je suis en charge de ce risque au sein d'AXA depuis 3 ans maintenant, après une longue carrière chez AXA où j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes branches. Eh bien, ravie de vous avoir ce soir avec moi. Donc, comme je vous le disais au départ, on va parler de communication de crise. C'est vrai qu'on regarde tous un peu ce qui se passe dans l'actualité. On voit des fuites de données, on voit des cyberattaques toucher beaucoup de monde. Et puis, on analyse un petit peu aussi comment ils réagissent. Alors, on a des bons élèves qui communiquent bien, on a des mauvais élèves, parfois qui communiquent mal. Et j'aimerais revenir notamment sur le cas de Harvest, donc qui a eu une fuite de données et qui a eu une crise de confiance de la part du public, aussi à cause d'une communication, je pense qu'on peut parfois se le dire, un peu désastreuse à certains égards, puisqu'il y a eu en fait des contradictions dans les informations qu'ils ont sorties. Et bon, forcément, le public a scruté ça, a regardé ça d'un certain œil. Et donc, je voulais savoir justement, est-ce qu'une mauvaise communication, pour vous, peut véritablement être catalyseur de crise, peut venir un peu entacher quelque part la marque. Et je pose la même question d'ailleurs au public qui peut jouer avec nous ce soir. Est-ce qu'une mauvaise communication dans les premières heures d'une cyberattaque peut, selon vous, causer plus de dégâts que l'attaque en elle-même? Vous pouvez répondre par oui, non, et ça dépend. Et puis je vous laisse vous me dire ce que vous en pensez. Qui veut commencer? Barbara. Allons-y. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est arrivé à Harvest a été quand même assez, dramatique mais quotidien. Et il n'y a rien passé de très spécifique qui ne peut pas arriver à tant d'autres. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'une communication mal gérée, malheureusement, crée beaucoup plus de dégâts et justement amplifie cet effet sur les réseaux sociaux. On se retrouve avec des retweets, avec des rumeurs, avec une impression finalement un peu complotiste on nous cache des choses et c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. C'est IBM justement qui avait dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en cas de communication de crise. Et là, on était vraiment sur le cas d'école, donc c'est-à-dire précipité, sans certitude, sans admettre qu'ils ne savaient pas, qu'il fallait prendre le temps en fait, vraiment de comprendre ce qui s'était passé. Ne pas savoir, ça fait partie aussi de dire écoutez, on est en train d'investiguer. Nous revenons vers vous, puis de prendre ses responsabilités et de chercher finalement l'empathie du public. C'était Vincent Strobel qui disait qu'il ne fallait pas blâmer les victimes. Oui. Et donc, c'est vraiment aux Assises de Monaco, c'est vraiment ce qu'il faut chercher dans ce genre de communication de crise. Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est que la communication de crise, elle est presque aussi importante que la gestion de crise en elle-même. Une mauvaise communication de crise, ça peut
créer une crise aussi. On peut être dans un incident classique et une mauvaise communication de crise, ça va amplifier les choses. Là, ils ont omis de l'information, voire même limite menti. Ça a créé une crise de confiance. Voilà. Je répète un petit peu, mais les 3 grands principes en communication de crise, s'il y en a, ça va être l'empathie, c'est la transparence et montrer qu'on fait quelque chose et pas hésiter à dire quand on ne sait pas hésiter à dire que voilà, on est en train de faire quelque chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire pour le moment. Mais voilà. Au bout d'un moment, tout se sait. Quand on dit pas, ça ressort. Il y a toujours un bon journal qui va ressortir, déterrer des informations. Même plusieurs années plus tard, ça peut avoir un impact. Donc mieux vaut assumer tout de suite, sans forcément se victimiser d'autres personnes ou dénoncer. Voilà. Alors justement, moi j'avais regardé un petit peu ce qui s'était passé avec le cas de Harvest et je suis d'accord avec ce que tu disais Barbara, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui le public a conscience du fait qu'une cyberattaque peut arriver et donc peut-être est moins sévère vis-à-vis des entreprises qui vivent ce type d'attaque. En revanche, le fait de cacher, le fait de mentir, c'est là où ça peut aggraver la situation, et c'est un peu le cas d'Harvest, parce que le vrai problème, le vrai noyau, ça n'a pas été l'attaque en elle-même qui arrive à plein d'entreprises, ça a été la manière dont on a communiqué. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que la communication, aujourd'hui, ça devient un pan quelque part de la cybersécurité, ça fait partie en fait du tout et il faut savoir communiquer après une cyberattaque pour essayer quelque part de limiter les dégâts. Alors le public a répondu à la question, donc je répète la question, est-ce qu'une mauvaise communication dans les premières heures d'une cyberattaque peut-elle selon vous causer plus de dégâts que l'attaque en elle-même? Eh bien on est à 92,3% qui répondent oui, donc voilà, plutôt une grande majorité. Personne ne pense non. Et on a 7%, voilà, 7,69% qui répondent ça dépend. Alors moi, je serais curieuse de savoir pourquoi ça dépend. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi, je donnerai mon avis. Le ça dépend, je pense, c'est un peu ce que tu disais, Thomas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire peut-être au départ. Mais à mon avis, il faut quand même communiquer pour dire on ne peut pas tout dire. Ça permet quand même d'avoir un canal peut-être de communication. Donc c'est vrai qu'Harvest, ça a été quelque chose de négatif, je dirais, peut-être en termes de communication. Mais on a eu des bons exemples, on a eu des bons élèves. Et donc je partage avec vous notamment ce qui s'est passé avec CrowdStrike qui, malgré l'impact mondial, voilà, c'était pas le meilleur moment, je pense, de leur histoire en juillet, ils ont quand même réussi à avoir une bonne communication et ça vient, je pense aussi de la manière dont a géré le CEO. Qu'est-ce qu'on doit retirer, selon vous, justement, de la communication de CrowdStrike, les bons éléments? Ils ont été honnêtes, ils ont été assez transparents. Ils ont dit justement, je crois qu'ils avaient dit, voilà, on n'est pas sous un cas de cyberattaque, mais plutôt il y avait eu un problème de mise à jour. Ils ont communiqué très rapidement, dès les premières heures qu'il se passait quelque chose, alors même que le grand public ne les connaissait pas forcément. Beaucoup de monde a connu CrowdStrike à travers Windows, Microsoft qui a été impacté indirectement, mais voilà, ils ont été transparents, ils ont montré ce qu'ils faisaient je pense que tout le monde, voilà, on sait que l'erreur est humaine. Aucune entreprise n'est à l'abri de subir une attaque. Je pense que les gens l'ont compris ici. Et surtout, à la fin, ils ont essayé de rassurer en montrant qu'ils s'améliorent, qu'ils ont changé leur procédure pour ne pas que ça se reproduise. Ça aussi, c'est un pan important de la communication de crise, c'est montrer qu'on s'améliore. Alors, justement, j'aimerais revenir sur un cas particulier qui fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, quand tu expliquais qu'effectivement, tout ressort. Voilà, même plusieurs années après. Donc, il ne s'agit pas de cacher. On ne sait jamais quel journaliste va déterrer. J'ai envie de prendre le cas iconique d'Uber. Je pense que lui, il nous a fait un bon cas de communication qui ressort plusieurs années après. Donc, pour rappeler, Uber avait eu une cyberattaque qui a provoqué un vrai désastre. C'était en novembre 2016. Des hackers ont infiltré le système et ont réussi à voler les données de près de 57 millions d'utilisateurs. Donc on parle là de noms, d'adresses, de mails, de numéros de téléphone et 600 000 chauffeurs. Alors leur premier réflexe, ça a été de dissimuler. Voilà, ils ont caché, tout simplement. Et ils sont même allés jusqu'à payer les hackers 100 000 € pour leur demander de ne pas divulguer cette information. Malheureusement, ça ressort. Donc en novembre 2017, le New York Times le révèle enfin au gros public et on découvre cette cyberattaque qui a été cachée. Donc pour vous, est-ce que justement, comme Free d'ailleurs, est-ce qu'on peut encore considérer que mal communiquer sur une crise cyber a un impact réputationnel sur le business d'une entreprise ? C'est un peu à double tranchant. En fait, on a peu d'exemples. Si vous faites un peu le tour autour de vous, pourquoi est-ce que les gens n'utilisent plus Uber et vont utiliser un service parallèle ? C'est pas par rapport à une cyberattaque. Malheureusement, le grand public a peu d'intérêt pour ce genre de choses. On les pointe du doigt, ils perdent de la cote en bourse, mais c'est pas ce qui va déterminer un choix de service qui sont souvent en monopole. En fait, est-ce qu'il y a ou pas une cyberattaque ?
Là où on peut revenir sur d'autres, c'est dès que par contre on rentre dans des environnements où on est en B2B, en business ou business, là il y a une crise de confiance de dire est-ce que je peux faire encore affaire avec quelqu'un qui a été attaqué et qui n'a pas été transparent avec moi. Et donc finalement on peut prendre Dora où on nous demande par exemple d'être parfaitement en maîtrise de nos chaînes en matière d'informatique. Si on a en face un partenaire qui on n'a plus confiance, typiquement on rentre dans le cadre Dora et il faut vite couper les liens. Encore faut-il en avoir les moyens et être dans des situations où on peut le faire. C'est tout le jeu. C'est un peu ce qui est compliqué avec les crises cyber, c'est que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'impact, il n'y a pas d'impact sur l'image qu'on arrive encore à maîtriser. Là où on peut tempérer, c'est que par contre, on a quand même des impacts, j'ai envie de dire, plutôt étatiques. Le RSSI d'Uber a quand même pris la peine de prison pour avoir caché ce genre de choses. Est-ce que NIS 2, qui permet aussi aux entreprises de prendre des amendes s'ils n'ont pas été transparents, ne va pas aussi un peu changer la donne et demander aux entreprises finalement de prendre leurs responsabilités face à ce genre d'incident? C'est vrai que les clients changent assez peu de solutions, de prestataires suite à des cyberattaques. Il y a une valeur émotionnelle assez faible sur les cyberattaques. Les gens n'ont pas forcément dans l'immédiat une vue précise sur les risques pour eux-mêmes. Voilà, je suis client Uber, demain, est-ce que mes données ont été volées? Peut-être que je vais subir du phishing, je vais subir des arnaques. Mais plus tard, donc ça n'a pas forcément une valeur émotionnelle très forte tout de suite. Et puis les gens changent assez peu de solutions. Bon, tu évoquais Free, pareil, Bouygues, tous les autres. Les personnes changent assez peu. On voit la concurrence comme relativement similaire. Et si j'ai Free, il y a une cyberattaque, je vais passer chez Bouygues pour ça, mais demain, c'est peut-être Bouygues qui aura une cyberattaque. Les gens ne vont pas forcément changer. Le risque, il est plutôt dans la régulation, dans les amendes. Voilà. Alors justement, malheureusement, tout le monde se rend compte de ce que c'est qu'une crise cyber que quand ils vivent la crise cyber et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus accès à rien du tout à ce moment-là. Donc je me suis posé la question, est-ce que dans les PCA et les PRA, on devrait justement inclure des modalités de communication interne en pratique? Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que ça se met en place sur le terrain, Christine? Alors nous, ce qu'on constate au travers de notre expérience d'assureur de PME, c'est qu'aujourd'hui, les PME ne sont pas du tout matures sur ce sujet. Et concernant les ETI, là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une amélioration au niveau de la maturité pour tout ce qui est dimension protection, prévention et défense. En revanche, pour tous les sujets qui concernent la résilience, et notamment ce sujet de la préparation à la crise, on n'y est pas du tout au bon niveau de maturité. Et quand on examine ces entreprises, sur un tiers des entreprises que l'on étudie, on a des recommandations à faire sur ce volet de résilience et de gestion de crise. Donc on l'a vu, hein, c'est important de pouvoir communiquer, préparer en amont cette communication de crise et de ne pas avoir à affronter au milieu de la tempête, à mettre en place cette communication si on n'a pas anticipé en amont ce que l'on devra mettre en place. Donc il faut avoir en amont de cette crise, identifier des scénarios de crise qu'on aura travaillé. On aura aussi à travailler sur la dimension d'une cellule de crise, savoir qui doit être partie prenante à la cellule de crise, quels sont leurs rôles, quelles personnes auprès de qui on doit communiquer et comment est-ce qu'on doit communiquer auprès de ces personnes, parce que ce qui se produit lors de l'attaque cyber, c'est que on n'a plus accès à nos moyens de communication traditionnels, qu'on n'a pas forcément accès non plus à nos contacts. Donc il faut avoir préparé tout ça en amont pour que tout ça soit accessible hors ligne et qu'on puisse les activer. Vous l'avez évoqué aussi sur les exemples précédents, c'est la communication, il ne faut pas qu'elle soit désordonnée, parce que il y a beaucoup de parties prenantes qui sont concernées et il est important que tout soit coordonné. Et puis il y a aussi le sujet médiatique et donc il y a également la dimension veille médiatique qui est importante dans cette préparation. C'est vrai, dans ce qu'il faut dire
ou préparés. En tout cas, il faut avoir des messages qui vont être différents selon les audiences. On ne parle pas du tout de la même façon aux médias, sur les réseaux sociaux, pardon, et même sur chaque réseau social, on peut communiquer de façon différente qu'aux autorités, qu'aux clients, qu'aux prestataires, qu'aux salariés. Et d'un point de vue interne, puisque là, la question, c'est voilà, les modalités de communication interne. Nous, chez Everbridge, on vient souvent nous voir, même les 3/4 des cas, un prospect vient nous voir parce qu'ils ont subi une crise récente, ou des consultants qui travaillent pour eux viennent nous voir parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation, et c'est le cas d'un client très récemment, ils ont eu une cyberattaque, ils ne pouvaient plus communiquer, ils n'avaient plus Teams, ils n'avaient plus Outlook, les systèmes assez classiques. Le PDG ne pouvait pas communiquer auprès de son comité exécutif, il pouvait pas... En fait, ils ont demandé aux managers de chaque branche de faire des cascades d'informations, mais ça a pris des heures pour que tout le monde soit informé. Ça a pris des heures. Les gens envoyaient vraiment des SMS un par un, on faisait des appels. Et le temps que l'information arrive, elle était déjà plus à jour. Et en plus aussi, ce qui peut se produire, c'est que quand on a identifié qu'il y avait une attaque chez une entreprise, en fait, toutes les relations avec les prestataires sont interrompues. Ouais. Et donc, les mails vont être mis en quarantaine. Du coup, ça rend encore plus compliqué l'exercice de communication. Complètement. Mais il y a de l'outillage quand même qui peut aider. Dans ces cas-là, il y a des solutions de notification qui permettent... il faut penser au multimodal. Il ne faut pas se focaliser sur les canaux habituels. Il faut penser à comment je fais si demain, ce canal ne fonctionne plus, ce canal ne fonctionne plus. Comment je fais pour activer ma cellule de crise, par exemple, pour mobiliser rapidement les bonnes personnes, pour qu'ils sachent ce qui se passe. Ça se passe toujours vendredi soir, le week-end, à Noël, pendant la nuit. C'est pas drôle sinon. Il faut des systèmes de ce type-là pour des cas cyber, pour des incidents IT, pour des inondations. Même, on peut sortir totalement des cas d'usage dont on parle aujourd'hui. Ça sera utile. Donc du multimodal, pensez avoir une application mobile, s'intégrer à des écrans de PC, aux écrans qui sont dans les bâtiments, à faire de l'appel téléphonique, du SMS de masse, tout ça, ça peut être envoyé en quelques clics. Voilà, on peut préparer ces modèles de messages à l'avance, et le jour où il se passe quelque chose, voilà, ces outils sont décorrélés complètement des systèmes d'information habituels et permettent de communiquer, en tout cas en interne, efficacement les éléments qu'on a à communiquer. Encore faut-il avoir les informations à jour, et ça c'est toujours une problématique quand on communique sur ces moments-là. On peut prendre par exemple le Covid-19, quand il a fallu communiquer à peu près l'ensemble des collaborateurs. Combien de managers se sont retrouvés le bec dans l'eau en mode oui, mais j'ai pas le numéro de téléphone de mon collaborateur et j'ai pas forcément moyen d'y accéder. Il y a un truc très bête, c'est est-ce que vous avez vos listes de contacts RH à jour, est-ce que vous les avez imprimées? Parce que le jour où il y a une cyberattaque, vous n'y avez pas accès en fait. Donc juste ça. Ça rajoute une complexité par rapport au Covid. Oui. Alors justement, pour creuser un petit peu dans une situation comme celle-ci, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez en amont mis en place des systèmes de communication, genre vous avez défini quel type de canal va être enclenché avec des messages peut-être déjà préécrits, envoyés à des messages. Enfin, comment ça se passe concrètement? En termes d'éléments de langage, ça va dépendre de chaque entreprise, de la culture interne, des scénarios que l'on prévoit, que l'on redoute. En termes d'outils, nous, ce qu'on voit en tout cas chez Everbridge, c'est que de plus en plus d'entreprises, publiques ou privées, se dotent de ces outils-là pour communiquer. Voilà, on va avoir justement, tu évoquais l'annuaire qui est importé dans un système tiers. On aura les coordonnées, email, téléphone pro au moins. On peut même avoir les coordonnées personnelles éventuellement pour pouvoir, en quelques clics, déclencher des messages où on peut préparer les choses mais aussi utiliser ça à la volée, même si on est toujours dans des situations qu'on n'a pas forcément prévues, donc pouvoir utiliser ces systèmes aussi dans ces cas-là. Il est primordial d'avoir prévu le cas où on n'a plus du tout de système d'information et que donc nos modalités de gestion de crise sont accessibles hors ligne. Alors justement, Mervyn, lui, dit pour l'avoir vécu, avoir un minimum d'éléments sur papier, plan, contact des gens. Donc un petit livret quelque part qu'on va sortir à la vieille franquette. Comme en bon vieux temps. Voilà, le papier, le stylo et on y va. Bon. L'impression, ça n'a jamais failli. Encore faut-il bien avoir imprimé la dernière version. La dernière version, c'est vrai, parce qu'entre le monsieur qui est parti, qui a quitté l'entreprise il y a 3 mois... D'accord. Alors... Qu'en est-il des salariés? Comment doivent-ils communiquer? Parce que moi, j'ai déjà discuté avec des experts en cyber qui me disent quand on a eu une cyberattaque, mon téléphone s'est mis à sonner et j'ai tous les journalistes de la place parisienne qui m'appellent pour avoir des infos. Et on est sur des gens qui, parfois, n'ont pas été média trainés. Donc, ils se retrouvent face à un journaliste qui leur pose des questions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait interdire, quelque part, aux salariés de parler aux journalistes lorsqu'on est dans un cas de cyberattaque? Je pense d'ailleurs la même question au public. En cas de crise, pensez-vous qu'il est pertinent d'interdire totalement aux salariés de répondre aux journalistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la spécificité de la crise cyber, c'est que, on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec les cas que vous avez évoqués, c'est que ça se déroule dans une double temporalité. C'est qu'on a à la fois des effets immédiats, donc l'arrêt du système d'information, et puis la résolution qui va passer dans un temps plus long.
Et également, ça concerne un nombre important de métiers dans l'entreprise. Donc, on va avoir l'informatique, les opérationnels, la direction de la communication, etc. Et donc, il faut bien que tout ça communique de manière coordonnée, parce que derrière, on peut mettre en jeu la réputation de l'entreprise. Et on l'a vu, une mauvaise communication, ça peut avoir des effets néfastes. Et donc, pour cela, je pense qu'il est important qu'en effet, il y ait des porte-paroles qui soient définis et identifiés au sein de l'entreprise, que ces porte-paroles soient les seuls qui soient habilités à répondre à des questions de journalistes et qu'ils soient entraînés régulièrement à la communication de crise. Je crois que c'est ce que, en tant que RSSI, peut-être vous avez l'habitude de faire. Il faut interdire à ses employés, et en fait, il faut le prévoir. C'est-à-dire, c'est pas le jour où ça arrive qu'il faut dire vous avez interdiction de parler. On signe des contrats, on a des NDA, on a tous des clauses dans nos contrats qui disent qu'on n'est pas censé ébruiter les secrets de l'entreprise, des secrets de fabrication. Mais il en va de la même chose en fait de la cybersécurité. Ça doit faire partie des choses sur lesquelles on forme nos employés, à leur dire s'il y a le moindre problème, merci de ne pas contacter et de ne pas répondre, parce qu'en fait vous allez servir d'écho et d'amplificateur, voire finalement aggraver une crise sans en avoir en plus tous les éléments, puisque vous n'êtes peut-être pas en fait dans la cellule opérationnelle. C'est vrai pour une crise cyber, mais c'est vrai pour toute crise médiatique qui touche l'entreprise. Enfin, je pense que c'est une sage précaution d'avoir des porte-paroles qui portent le discours officiel de l'entreprise à l'extérieur. Thomas ? Je suis complètement aligné. Alors, en effet, il faut le prévoir, il faut former, sensibiliser les collaborateurs à ça. Ce que je vois généralement, c'est que nos clients vont quand même faire une touche de rappel le jour où l'événement arrive. Un petit message. Quand ils vont communiquer, c'est voilà, il se passe ça, on est en train d'agir. Si vous recevez une sollicitation de journaliste, vous ne répondez pas, vous faites remonter ça à la cellule de crise ou au porte-parole et vous postez rien sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est très important, effectivement, de les sensibiliser à ça, parce que parfois, c'est même pas par mauvaise volonté. Moi, j'avais eu le cas d'un expert qui me racontait, en fait, que l'un de ses collaborateurs a reçu un coup de fil. Donc, il se retrouve face à un journaliste. Il n'a pas l'habitude de parler à un journaliste. Il n'a d'ailleurs rien voulu dévoiler, c'est-à-dire qu'il était un peu surpris par la conversation. Il a répondu de façon très évasive des oui et des non qui ont été repris complètement hors de contexte. Et on retrouve le lendemain dans un journal, alors selon une information interne de l'entreprise, avec une phrase complètement sortie de son contexte. Donc, je pense que c'est important effectivement de rappeler aux collaborateurs en fait que même s'ils ne veulent pas divulguer, en fait, je pense qu'il faut carrément raccrocher à ce moment-là. Quand on vous dit que c'est un journaliste, il faut raccrocher. Alors, j'ai posé la question donc au public. Alors, en cas de crise, pensez-vous qu'il est pertinent d'interdire totalement aux salariés de répondre aux journalistes? Donc, 53,8% répondent oui, ce qui veut quand même dire que le reste n'est pas d'accord. Non à 7,7% et ça dépend à 38,5%. Donc assez intéressant de voir qu'on n'est pas consensuel. Moi, j'aurais pensé sincèrement qu'on aurait tous répondu oui. Moi, personnellement, j'aurais interdit. Alors, comment on arrive à construire aujourd'hui une stratégie justement de communication qui va et à la fois gérer en fait la communication média, qui, comme vous l'avez très bien tous dit, est différente de la communication de masse. Comment on fait pour avoir une stratégie qui allie les deux ? Alors déjà, quand on parle de stratégie, donc ça veut dire qu'on est dans l'anticipation et la préparation. Donc c'est quelque chose qui demande des ressources. Et donc moi, je disais quand je me suis présentée que on est assureur de PME et ce qu'on constate chez les PME, c'est qu'elles sont pas forcément en capacité de se préparer à ça parce qu'elles n'ont pas les ressources, que ce soit financières ou les compétences. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'elles sont rarement prêtes le jour où elles en ont besoin. Et donc, chez AXA, on est en capacité d'accompagner nos entreprises clientes pour pouvoir mettre en place ce dispositif de gestion de crise et être préparé le jour J voilà, pour y faire face. Alors, moi, j'ai Rudy qui est d'accord avec moi. Merci Rudy. A dit oui et redirigé vers un responsable de communication externe. Donc, oui. Dans les entreprises, vous avez un responsable, une personne qui a été identifiée, c'est lui qui communique et qui prend la parole au nom de l'entreprise, c'est ça. Oui, voire dans certains cas, si on ne se sent pas prêt, il y a des cabinets de conseil spécialisés en communication de crise qui peuvent vous gérer à chaud. C'est-à-dire ils ont une astreinte, si jamais vous arrive une crise, vous les appelez, ils viennent. D'accord. Alors, ça existe. Ouais. Alors justement, Stanislas qui dit également l'employé n'a pas autorité pour parler au nom de l'entreprise, donc il faut une politique de communication claire en cas de crise, que les employés la connaissent et la respectent. Donc c'est un peu ce qu'on disait, effectivement, communiquer auprès des collaborateurs. Alors j'ai envie de reprendre un cas
qui n'est pas tout à fait dans la cyber, mais qui je trouve est intéressante en termes de communication, donc qui est bien évidemment le lendemain de ce qui s'est passé avec l'incendie de Notre-Dame. Donc les médias se sont immédiatement acharnés et focalisés justement sur tous ceux qui étaient impliqués dans la charpente, puisqu'on parle, je rappelle, d'un incendie, avant même en fait d'avoir toutes les informations. Donc on ne savait pas encore qui, quoi, comment, mais voilà, c'était typiquement les grands titres qu'on pouvait retrouver un petit peu partout. Donc là, on sort carrément du cadre cyber, mais comment on arrive à communiquer aujourd'hui efficacement quand on ne sait pas tout, parce que dans ce cadre-là, on ne savait pas encore ce qui avait déclenché donc, cet incident-là, et pour éviter justement finalement de se focaliser sur des éléments qui ne sont pas vrais, qui sont même, je dirais, faux. Comment on fait aujourd'hui pour éviter les rumeurs et la désinformation ? Donc c'est vrai que face à un événement de cette ampleur, une entreprise peut se retrouver du jour au lendemain de l'anonymat le plus complet, parce que voilà, la société qui faisait la charpente sur Notre-Dame, c'était une PME de province, voilà, qui n'était pas du tout habituée à ce feu médiatique. Donc on peut se retrouver du jour au lendemain sous les feux médiatiques. Donc c'est quelque chose que certains de nos assurés aussi ont pu vivre. Et du jour au lendemain, suite à une attaque cyber, ils se sont retrouvés la proie à des sollicitations régulières, quotidiennes de journalistes pour témoigner. Et donc, on avait un chef d'entreprise qui était une PME qui se retrouvait donc assailli par ces questions, alors que par ailleurs, il avait à faire face à sa crise opérationnelle, à gérer peut-être l'inquiétude de ses salariés sur l'avenir de l'entreprise. Et donc, c'est quelque chose qui est très déstabilisant pour ces entreprises-là, qui ne sont pas du tout habituées, comme on le disait, à répondre aux sollicitations de journalistes, qui n'ont le plus souvent pas de service de communication. Et donc, tu l'évoquais tout à l'heure, donc nous, en tant qu'assureurs, on aide nos clients sur cette gestion de crise médiatique donc, lors d'un sinistre. Là, tout à l'heure, ce que j'évoquais, c'était plutôt en préparation en amont de l'événement, mais donc là, on est en capacité de missionner des sociétés qui sont spécialisées dans la communication de crise et qui vont pouvoir aider le chef d'entreprise donc à bâtir sa communication, à répondre aux sollicitations des journalistes, donc un peu de média training en mode accéléré, voilà, pour pouvoir répondre sans mettre en péril la réputation de son entreprise. Dans ce premier temps, c'est vraiment de préserver ça qui est important. Ça peut être très très mal vécu par des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas préparées à ce genre d'événement. Ça doit être désastreux psychologiquement, même pour ces personnes. Mais d'une façon un peu plus générale, voilà, pour répondre à la question aussi, là, c'est que la nature a horreur du vide. Hein. Si vous ne communiquez pas, d'autres personnes le feront pour vous, malheureusement, en bien ou souvent en mal. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à occuper le terrain, mais même en disant, voilà, je ne sais pas, on est en train d'enquêter, laissez-nous un peu de temps, on revient vers vous dans 2 heures. Voilà. Là, tout le monde comprend ça, il n'y a pas de problème. Si on ne dit rien, il y aura des rumeurs, des spéculations, c'est pas très bon. Par exemple, je pense au Louvre, le braquage du Louvre il y a eu tous les feux de projecteurs sur le Louvre très très rapidement. Dans les dans les minutes, les heures qui ont suivi, ils ont tout de suite dit, on ne sait pas encore ce qui a été volé, il y a une enquête qui est en cours, on est en train de faire quelque chose, voilà. Et ils ont communiqué après plus tard. On comprend qu'ils ne peuvent pas tout dire. Il y a une enquête, il y a des secrets, il ne faut pas tout dévoiler. Et puis sûrement, ils ne savaient même pas, il y a le temps de l'inventaire aussi, ce qui a été volé, il faut un peu de temps. C'est un bon exemple aussi de tout ce qui ressort plusieurs années plus tard, parce que finalement, il y a un audit de 2014 qui est ressorti pour dire que justement, le mot de passe utilisé pour leur caméra de surveillance, c'était le Louvre. Un truc daté de 2014, c'était il y a 11 ans quand même. Donc, ils n'ont pas changé en 11 ans. J'espère que si. J'espère que si. Alors justement, Chrissy, c'était intéressant ce que tu expliquais, puisque finalement, tu as fait référence au TPE-PME, et ça m'amène quand même à une question que je ne m'étais pas posée avant de t'entendre, qui est que déjà, les TPE-PME, aujourd'hui, on a du mal à les sensibiliser à la cybersécurité quand même. Hein. Ils ont peu de moyens, voilà. Donc, premièrement, les moyens parfois pêchent, prise de conscience également. Alors je me dis la communication de crise qui est finalement dans le prisme encore plus loin que l'attaque en elle-même, j'imagine que c'est... c'est ce que je disais au début de mon intervention, c'est en effet que sur les TPE, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans leur radar. Déjà, s'ils ont une politique de mot de passe de sauvegarde, on est content, mais donc ils n'ont pas du tout anticipé ce sujet de communication de crise. Voilà, donc quand
sur des entreprises de taille un peu plus importante, ça peut commencer à devenir une préoccupation, mais ça vient après les sujets de prévention, protection et défense. Et c'est là où je disais on peut les aider parce que dans le constat que l'on fait, parce qu'on a des questionnaires pour demander, pour voir si on est en capacité d'assurer ou pas. Et donc au travers de ce questionnaire, on voit ces dimensions-là et on peut être force de proposition en disant là, pour accéder à l'assurance, donc pour des entreprises d'une certaine taille, vous avez besoin de vous améliorer sur ces dimensions-là et on peut vous aider en vous mettant en relation avec des entreprises qui vont vous aider à construire cette stratégie. Mais c'est vrai que c'est pas la première préoccupation pour l'IBM. Même sur des groupes un peu plus grands, c'est quand même, on est sur le dernier pan et en fait ça dépasse le rôle de la sécurité informatique. Vous avez besoin d'un directeur de communication, d'un community manager et finalement de toute cette direction générale qui prend en charge le sujet. C'est pas votre RSSI qui va parler pour vous en cas d'incident de cybersécurité. C'est votre directeur général, c'est votre directeur Il va falloir apprendre tout ça parce que c'est pas leur cœur de métier et c'est souvent pas dans leurs principaux intérêts, dans leur agenda. Donc on est vraiment sur la dernière brique qui est souvent très oubliée et qui se fait un peu à l'arrache au moment où ça arrive, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sujet stratégique et donc de direction générale. Alors justement, c'est un bon point ce que vous dites parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on était sur un échange avec plusieurs CISO. Et un des CISO témoigne et explique qu'il avait eu l'occasion de voir récemment aux États-Unis donc une entreprise qui s'est fait attaquer, donc cyberattaquer, et donc qui a dû faire une conférence de presse. Et ce qui l'avait surpris lui en tant que Français, c'est que dans la conférence de presse, on avait le CEO, on avait le CTO ou je ne sais plus qui le deuxième, mais surtout on avait le CISO. Et ça l'a étonné que le CISO soit présent avec le COMEX pour communiquer auprès des journalistes, pour expliquer justement cette partie-là, chose qu'effectivement nous on n'a pas en France. C'est-à-dire que, comme vous le dites, c'est le COMEX qui prend la parole, pas nécessairement le directeur de la cybersécurité qui sera présent en fait sur les prises de parole face aux journalistes. Et d'ailleurs, on en est arrivé à la conclusion de se demander, est-ce qu'on ne devrait pas quelque part médiatraîner les directeurs de la cybersécurité pour leur permettre finalement d'être opérationnels au moment d'une cyberattaque et d'être en mesure de représenter l'entreprise dans leur prise de parole. Ah, t'es pas convaincue, Barbara? Non, pas convaincue, parce qu'un RSSI dans ce genre de cas a déjà 40 000 trucs à faire. Ouais. Vous êtes souvent le point de contact entre le comité de direction et les équipes techniques. C'est à vous qu'on demande votre avis sur est-ce qu'on redémarre pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et finalement, vous êtes point de contact de beaucoup de choses. D'accord. Et donc, c'est déjà des moments extrêmement stressants où vous comptez pas du tout vos heures et vous y passez quelques nuits. Si en plus vous devez passer devant les médias pour raconter ce qui se passe, non, je pense qu'il faut vraiment que ça reste le rôle du directeur général. Okay. Mais je trouve que les États-Unis, en fait, nous montrent aussi un peu la voie, c'est que beaucoup de RSSI, enfin, on ne dit pas RSSI, on dit CISO là-bas, sont finalement au COMEX. Et donc ont une place, j'ai envie de dire, à la table des adultes et on leur demande en fait d'être sous le feu des projecteurs. Ils ont ce côté responsabilité qu'on n'a pas encore tout à fait en France. Alors, je dirais aussi qu'il est juridiquement responsable et qu'à mon avis, quand on est juridiquement responsable, on va se défendre auprès des journalistes pour s'assurer que ça prenne la bonne direction. On ne peut pas faire l'erreur. Sans oublier qu'aux États-Unis, il y a quand même un terrain judiciaire qui est beaucoup plus développé qu'en France. Ah ben complètement. Complètement. Alors justement, pour les cas de comment communiquer, moi j'aimerais revenir sur le cas justement de CrowdStrike. Je l'ai trouvé assez intéressant. Donc, on en a discuté, effectivement, ils ont eu une communication plutôt propre. Le CEO s'est très rapidement exprimé, a pris la parole et donc a clarifié les choses. Mais malgré tout, pendant très longtemps, en fait, on a pensé que c'était Microsoft. C'est-à-dire qu'on a, quelque part, le fait qu'on n'ait pas communiqué sur tout au niveau de CrowdStrike a fait que dans l'imaginaire collectif, on a rattaché je dirais pas que c'était pas une cyberattaque, mais cette crise à Microsoft. Et moi, j'en ai fait des frais en première instance, puisque le jour où il y a eu ce problème-là, je reçois des coups de fil c'était mon seul jour de congé. Je reçois des coups de fil de journalistes qui me disent à 9h du matin, oui, est-ce que vous êtes capable d'intervenir sur la crise Microsoft ? Et c'était rattaché à Microsoft. C'est-à-dire que moi, on m'appelait pour intervenir sur Microsoft, et comme tu le disais, personne ne savait qui était CrowdStrike. Et donc, ça m'amène un peu à la prochaine question, c'est comment aujourd'hui on peut communiquer, pas trop rapidement, mais assez pour donner, vraiment trouver ce milieu, je dirais, entre communiquer rapidement pour finalement ne pas être mal vu du public et ne pas donner l'impression qu'on cache des choses, mais en même temps donner assez d'informations pour
que ça rassure les gens sans trop en donner, parce qu'on ne sait pas tout au final. Et je vais poser d'ailleurs la même question au public. Lors d'un incident encore flou, vaut-il mieux communiquer immédiatement, même sans certitude, pour éviter la spéculation? Oui, non, ça dépend. Et puis je veux bien savoir ce que vous en pensez. Pour moi, oui. Oui. Je répète, si on laisse un vide, il y aura des spéculations, ça c'est sûr. Donc, en effet, il faut trouver le compromis entre parler trop tôt et confirmer un peu par erreur qu'on est responsable, parce que voilà, je parle, donc ça veut dire que je suis concerné, donc peut-être je suis responsable, et parler trop tard, et à ce moment-là, laisser les rumeurs se propager. Après, pour rattraper, c'est très difficile. Donc, il faut être transparent. Il faut être transparent, mais en évitant certains... en évitant certaines erreurs. Déjà, il ne faut pas être dans une posture de on va trouver un bouc émissaire, il ne faut pas non plus se victimiser, parce que même si on n'est pas responsable d'une attaque ou si c'est un prestataire, etc., on est quand même responsable du service que l'on vend, donc il faut se positionner en tant que tel. Et dire, faut assumer. Il y a une panne, on est en train d'agir dessus, on est en train de travailler avec nos prestataires, on n'est pas obligé de les citer forcément tout de suite, de leur mettre le doigt dessus, mais voilà, il faut être transparent. Et donc, en l'occurrence, c'est Microsoft qui n'a pas communiqué. Ouais, c'est Microsoft qui n'a pas communiqué, effectivement, et qui en a pâti, parce que vraiment, jusqu'à maintenant, le grand public, ils n'ont pas encore identifié qu'il y avait quelqu'un derrière cet écran bleu. Ils pensent toujours que c'est Microsoft. Comme ils ne connaissaient pas CrowdStrike et qu'ils connaissent Microsoft. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses, Barbara? C'est la problématique, c'est que Microsoft est énorme, très connu du grand public. CrowdStrike, c'est tout l'environnement un peu... c'est pour les initiés. Voilà, c'est pour les initiés. Je veux dire, on en parle sur des salons de spécialisés, mais quand vous parlez au grand public, ils ne savent pas comment ça fonctionne et c'est pas forcément un intérêt. Donc oui, c'était très facile de montrer un écran bleu et de dire, il y avait un problème avec Microsoft. Parce que Microsoft aurait dû communiquer, un peu compliqué, sans blâmer CrowdStrike. Donc ils étaient dans une situation qui était quand même très, très inconfortable. Et je pense à une chose, c'est peut-être une vision biaisée, mais j'ai vu beaucoup de publicité CrowdStrike après. Ouais. Je ne sais pas si c'est parce que je ne connaissais pas et du coup je faisais attention, mais ils ont beaucoup communiqué. La phase d'après-crise, on n'en a pas parlé, mais il faut aussi gérer sa communication de crise après la crise. Voilà. Donc rattraper la mauvaise image qu'on a pu avoir, c'est quelque chose d'important, en faisant de la pub, par exemple, ou en montrant d'autres types d'actions. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé leur communication plutôt pas mal, parce que je l'ai suivie de près quand elle est sortie. Et tout a reposé quand même sur le CEO qui d'ailleurs a pris certaines choses avec humour, parce que si je me souviens bien, quelques jours après, il y avait une conférence sur laquelle il a été élu, on lui a décerné un prix du bug de l'année ou quelque chose qu'il a pris avec sourire. Donc voilà, il a assumé, il a fait tout de suite une lettre, il a communiqué très régulièrement sur son LinkedIn. Moi, je ne le connaissais pas lui en tant que tel, je connaissais CrowdStrike, mais après ça, forcément, j'ai commencé à suivre ses interventions et il a communiqué très régulièrement. Donc voilà, je pense que c'est un bon exemple de transparence, c'est-à-dire pour le coup, vraiment être transparent, ne pas laisser le public dans la panade et donner des informations au fil de l'eau, au fil des informations qu'eux-mêmes avaient, parce que même eux ne savaient pas trop ce qui se passait au départ. Et en termes d'ailleurs de crise un peu de cette nature, de bugs, je dirais, on a eu Cloudflare il n'y a pas longtemps. Et c'est un peu la même chose, que le grand public se dit, j'ai plus accès à Uber, j'ai plus accès à Canva, les sites, ils ne marchent plus, alors qu'en fait, non. Il y avait un lien entre tout ça que le grand public ne connaît pas, que nous, dans la cyber, on connaît. C'est assez intéressant de voir comment ça se dégoupille. Alors, parlons de l'humain, parce que à la fin de toute cette histoire, on a plein de gens, plein d'employés, de collaborateurs, et psychologiquement, c'est pas simple. Forcément, toutes les personnes que j'ai eues sur mon plateau dans des émissions, quand on parle de gestion de crise ou de crise cyber, vous disent tous la même chose. On ne mesure pas l'impact psychologique d'une cyberattaque sur les collaborateurs qui ne sont pas du tout préparés et qui le voient vraiment comme une intrusion personnelle. Alors du coup, comment on fait aujourd'hui pour pouvoir les accompagner, surtout dans un monde où la communication, c'est naturel, ça fait partie du premier truc que nous faisons en tant qu'êtres humains. Préparation. En fait, il faut s'entraîner à faire ce genre de choses. Il ne faut pas qu'entraîner, il ne faut pas laisser les cybercrises à la cybersécurité. C'est un entraînement de l'entreprise en général. Et donc, trouver des métiers différents qui se représentent, à dire, vous êtes sur la dernière ligne métier, oui, mais vous faites partie de cet exercice de crise et vous allez peut-être rien comprendre, vous allez peut-être vous sentir perdu, vous avez l'impression de perdre du temps alors que vous êtes peut-être en flux tendu sur votre métier. Mais ça vous permettra de vous entraîner et le jour où ça arrivera, de savoir quoi faire et de finalement, par écho, faire en sorte que vos collaborateurs fassent de même. Et en fait, quand on s'entraîne, on s'aperçoit de toutes les problématiques qu'on a. Par exemple, le manque de ressources, le manque de préparation, peut-être un manque de connaissances sur certains types d'attaques. Et ça nous permet en fait, de mieux gérer la suite.
Il faut aussi du soutien absolument de la direction générale. Vous avez un très bon exemple, je trouve, c'est AFNOR en 2021 qui avait écrit un article sur leur cyberattaque qui racontait comment, en fait, finalement, leur directeur général avait été d'une aide absolue sur cet entraînement et sur ce soutien psychologique pour les équipes qui étaient en front constant. Ouais. Il ne s'agit pas de prévoir l'imprévisible, mais de s'y préparer. Et en fait, je suis tout à fait d'accord. Et le fait de faire des exercices de crise, ça permet de s'entraîner, de se répéter, de s'améliorer à chaque fois. Et du coup, le jour où la crise survient, on est moins surpris et on pourra mieux réagir parce qu'on aura déjà expérimenté un certain nombre de situations au travers de ces exercices. Chez AXA, à titre d'exemple, alors là, je ne peux pas prendre tellement mon côté assureur, mais mon côté entreprise, on s'était préparé à l'idée qu'il y aurait une méga crise cyber à l'occasion des JO. Et donc on avait mis en place un dispositif particulier de gestion de crise lié à l'événement des Jeux Olympiques. Donc que ce soit pour notre activité, nous en tant qu'entreprise, sur tous les impacts que ça pouvait avoir dans notre métier, ou sur l'assurance cyber, le cas où toutes les entreprises françaises pourraient être paralysées. Donc voilà, ça permet de se poser toutes les questions de qu'est-ce qui va se produire, comment est-ce que je vais pouvoir régler des sinistres, ouvrir des sinistres quand j'ai plus d'informatique, quels experts je vais pouvoir missionner si toute l'entreprise toute la France, toutes les entreprises en France sont arrêtées, etc. Donc c'est des choses qui sont importantes de pouvoir anticiper en temps calme, en amont. Et sur l'aspect psychologique, ce que ta question me faisait penser, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent. Et donc, il y a une association qui existe, donc, avec laquelle AXA Prévention a un partenariat, qui s'appelle Assovica, donc, qui est une association d'aide aux victimes d'attaques cyber, et justement sur la partie psychologique, donc avec des groupes de parole, parce que c'est vrai que c'est un traumatisme que les entreprises peuvent subir, et aujourd'hui, c'est pas forcément une dimension qui est bien prise en compte. Et donc, à travers cette association, ça permet de pouvoir en parler et de gérer ce côté-là. Que les RSSI et puis les personnes dans leurs équipes, on sous-estime parfois, mais il peut y avoir vraiment un très gros impact psychologique. Il y en a beaucoup qui démissionnent, voire qui font des gestes malheureux à la suite de crises qui peuvent d'ailleurs, ça dure pas une semaine, 2 semaines, ça peut avoir des impacts pendant des mois et des années. Ils vont se dire c'est de ma faute, on a une cyberattaque, c'est parce que j'ai mal fait mon boulot, voilà, on a perdu des millions, il y a des gens qui ont perdu leurs données, ils vont se sentir responsables. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il y a une grosse pression. C'est pour ça qu'être aussi communicant de crise, je reprends la question de tout à l'heure, c'est rajouter une brique de stress. Et je suis complètement d'accord sur les exercices. Je prends souvent l'exemple faire un massage cardiaque. Ça n'a rien à voir, mais c'est assez parlant. On connaît la théorie du massage cardiaque, on sait à peu près comment faire, quel rythme, mais le jour où ça arrive à un de vos proches, un ami, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, si vous n'êtes pas entraîné, bon courage. Voilà. Il peut y avoir un effet de sidération, de stress extrême où vous allez faire n'importe quoi. Alors, je me pose une question, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'est pas finalement face à la situation en elle-même. Et donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de préparation. Il y a des rôles qui sont attribués. Donc on sait que dans une crise, celui-là va communiquer, celui-là va faire ceci. Est-ce que ça vous est arrivé de voir, en fait, lors d'une crise, finalement, des personnes à qui on a donné des rôles qui ne correspondent, qui s'effondrent sous la pression? Ce que j'entends par là, c'est est-ce que pendant une crise, on n'a pas des gens qui se révèlent par un sang-froid extraordinaire et d'autres qui s'effondrent? Si, et c'est là où il faut mettre son ego de côté, mais collectivement. C'est dire, les gens qui s'effondrent, c'est peut-être pas leur place, et il faut en prendre faut prendre les mesures qui vont avec, dire, non, cette personne-là, on peut pas la laisser dans un comité de crise, elle est pas capable de gérer. Par contre, il faut aussi laisser, on a souvent des juniors ou des gens qu'on ne soupçonne pas qui se révèlent. Il faut leur laisser toute la place, justement, d'exister, même si sur le papier, c'était pas le cas. Et il faut réussir à les guider et utiliser toute cette énergie, toutes ces volontés qu'ils ont de faire. Surtout parce qu'on s'épuise très rapidement. Ce qu'on disait, certaines crises durent 6 mois. Et donc, il faut réussir à gérer ça le soir, le week-end.
refaire sa vie de famille autour de ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Oui. Ouais. C'est une dimension qui est importante d'arriver à préserver les équipes parce que on rentre dans un marathon mais à une vitesse de sprint, donc il faut pouvoir tenir dans la durée et donc il y a toute cette dimension humaine, organisation de l'équipe, prévoir des rotations des équipes, préserver ceux qui doivent être les mains dans le cambouis pour restaurer l'informatique et puis ceux qui vont être plutôt sur les sujets RH ou autres, pour que chacun puisse apporter une contribution qu'il est en capacité de gérer à son niveau et pas tout mobiliser sur la même personne. Et les directeurs, directrices, ça va pas forcément être les meilleurs, comme on dit. J'avais participé à un exercice, c'était qu'un exercice, exercice de crise. Le directeur de l'entreprise était tellement stressé qu'il tremblait des mains, il n'arrivait pas à taper son mot de passe de PC. On est à ce niveau-là. Donc les entraînements, ça permet de s'entraîner soi-même à mieux gérer le stress, mais aussi d'identifier les personnes qui seront les meilleures en cellule. Alors, je vais juste vous donner les retours donc, de la précédente question qu'on a posée au public. Lors d'un incident encore flou, faut-il mieux communiquer immédiatement sans certitude, même sans certitude, pour éviter la spéculation? Donc, vous êtes 61% à avoir répondu oui, 0% à avoir répondu non et 38% à avoir répondu ça dépend. Alors, pour ma prochaine question, vous avez quand même donné quelques éléments de réponse. Donc, on en a légèrement parlé, mais je vous la pose quand même, mais j'ai compris. Alors, à quoi ressemble la communication de crise en 2030? Est-ce que le CISO deviendrait-il un Chief Cyber Crisis Communication Officer? Non, je suis absolument pas persuadée de ça. Après, le rôle du RSSI, du CISO va évoluer dans les prochaines années, on le voit bien. On commence à prendre une place de plus en plus importante. On sort du côté, technique, geek, pour rentrer vraiment du côté management. Bon, après, on a toujours des vastes débats sur qu'est-ce que fait un RSSI ou un CISO parfait. Mais je pense qu'on est plutôt sur un moment de convergence. On parlait du massage cardiaque. Moi, je prends souvent l'exemple de la convergence avec le monde de la sécurité incendie, de la sécurité physique. Je pense qu'on arrive sur ce moment-là. À l'heure actuelle, personne dans votre entreprise va jouer avec un briquet ou ne va partir en courant parce qu'il y a un feu. Vous savez appuyer sur un bouton. Certaines personnes sont formées à gérer des extincteurs. Vous êtes entraînés à sortir, à aligner un par un sans prendre l'ascenseur. Je pense qu'on arrive plutôt sur un moment de bascule où l'intégralité des entreprises vont commencer à prendre en considération la gestion de crise dans son ensemble, y compris cyber. En tout cas, je l'espère, de tous mes voeux. Ouais. On l'espère, mais je pense qu'il y a encore un peu de chemin pour les PME. 30, c'est peut-être un peu tôt. Plus de cyberculture, ouais. Mais même, je pense à un autre volet de cette réponse. Enfin, tu dis qu'est-ce que ça sera en 2030? Je pense qu'on est quasiment en 2030. L'intelligence artificielle, ça a un gros impact sur la circulation de l'information, qui est vraie ou fausse. Souvent, elle est fausse. Il y a déjà des outils qui existent d'open source intelligence, l'OSINT, qui permettent de mesurer les émotions en ligne, de mesurer la réputation d'une entreprise en ligne sur les réseaux sociaux en temps quasi réel. Et ces outils-là évoluent très vite grâce à l'IA. Donc je pense que ça va devenir l'IA. En tout cas, il y a ces aspects négatifs, mais il y a ces aspects outillage pour les entreprises qui peuvent être très intéressantes. C'est vrai qu'avec l'IA, on va faire des choses assez incroyables. Donc moi, je vois de plus en plus en fait ces applications et c'est un gain de temps fou, ça apporte des risques. Je pense qu'on l'a tous dit en cybersécurité, mais ça a quand même de bons avantages. Alors, on arrive à la dernière question justement de cette émission. Donc, est-ce que vous pouvez nous recommander des ressources, MOOC, guides anti ou exercices de crise en ligne qui permettraient justement de pouvoir se former, de comprendre un peu mieux ce problème de la communication de crise? Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur le site de cybermalveillance.gouv.fr et donc des MOOC et puis une documentation aussi de l'ANSSI qui est très riche sur ce sujet. C'est celle qui est à l'écran, celle de l'ANSSI, anticiper et gérer sa communication de crise cyber. Ils font aussi des documents sur gérer une crise cyber tout court, comment organiser des exercices de crise. C'est gratuit, je pense que beaucoup de monde qui nous écoute doivent connaître. Sinon, même si LinkedIn Learning, il y a pas mal de vidéos. Vous pouvez aussi vous appuyer sur l'IA. J'utilise régulièrement personnellement ChatGPT pour préparer pas mal de contenu, avec modération. Mais il y a beaucoup de contenu. En plus de ça, je peux vous conseiller un article si vous n'avez pas le temps de poncer toute la bibliothèque de l'ANSSI qui est quand même très riche
C'est l'AFNOR qui a publié en 2021 comment ils ont réagi. Alors, vous n'avez pas le côté technique, mais vous avez vraiment le côté humain et le rôle que peut avoir un RSSI, un DSI et un PDG face à une crise. Comment un phishing peut mettre une entreprise à plat, mais comment réagir finalement de manière extrêmement positive et en faire une force. Et moi, je vous dirais, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On s'est dit quand même des choses pas mal intéressantes. Donc, partagez-la pour justement comprendre à quel point, finalement, la communication de crise est tout aussi importante dans un exercice de gestion de crise. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je remercie également le public qui nous a suivis ce soir. On était en partenariat avec Everbridge, qui d'ailleurs vous met à disposition un livre blanc sur cette thématique-là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez le recevoir. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et merci à tous. Merci. Merci. Merci.